Un refuge isolé, des secrets bien gardés et un destin prêt à basculer. C'est Maureen de What the Fuchs qui va nous partager son histoire dans C'est quoi ton jeu et c'est tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 97e épisode de CQTJ, votre podcast qui vous partage les histoires de mes invités sur les moments marquants qu'ils ont vécu sur un jeu, quelle qu'en soit la thématique. Vous le savez maintenant, ça peut être jeux vidéo, jeux de société, jeux de rôle et bien d'autres. Vous avez découvert justement un jeu de société lors d'une soirée entre amis et cette dernière, elle reste mémorable. Vous attendiez un jeu vidéo comme le Messi ou vous avez suivi une aventure qui vous a bouleversé. Ici, on présente ces jeux et on partage ces histoires. Je suis Joël et toutes les 2 semaines maintenant, depuis 4 ans, je reçois un ou une invitée qui me partage justement ses histoires et souvenirs. On est le 31 mars, j'espère que vous allez bien. On est officiellement lancé dans le printemps et ça, clairement, c'est pas dommage. Même si on pourrait dire, quand je peux tourner ça, ça m'apprendra de prendre des notes un petit peu à l'arrache, tu vois. Comme si on n'en avait pas assez eu de l'hiver, aujourd'hui on va se placer un petit peu dans une ambiance un peu plus fraîche, un peu plus froide, où on avance un petit peu souvent la boule au ventre en se demandant si on a fait le bon choix. Pour nous partager ça, je reçois aujourd'hui Maureen des réseaux de What the Fuchs, game UX designer, créatrice de contenu, créatrice de jeux, elle va nous en parler, dispensatrice de bonnes vibes autour des coulisses du monde du jeu vidéo. Alors installe-toi Maureen et bienvenue dans CQTJ. Et merci beaucoup, je suis trop contente d'être ici, ça me fait très plaisir. Plaisir partagé, on va parler un petit peu justement de ton histoire et de ton métier de UX designer, peut-être tout au long cours de l'épisode, parce que je serais sûr que sur le jeu que tu vas aborder, peut-être que tu vas nous aborder des notions du UX design. Mais avant tout, c'est la première fois que tu viens, donc raconte-moi un petit peu comment le jeu, de manière globale, est entré dans ta vie. Alors moi, pour le coup, c'est mon père en fait qui m'a vachement fait découvrir le jeu vidéo assez tôt, parce qu'il avait une PS1 notamment, Ouais, et il y avait Tomb Raider dessus. fatalement. Tomb Raider d'ailleurs, ouais, et je vois d'ailleurs qu'il y a beaucoup de entre guillemets débats aujourd'hui qui sont montés de est-ce que c'est de l'hypersexualisation, est-ce que non, au final c'est une héroïne qui a fait du bien ou autre. Moi pour le coup, en tout cas en étant jeune, je l'ai vraiment vu comme badass, et du coup j'avais envie de faire tous les jeux Tomb Raider, j'avais envie d'être Lara Croft littéralement, et c'est comme ça en fait que le jeu vidéo est entré dans ma vie. C'est en voyant mon père qui jouait à ça, et moi-même du coup qui ai pu y jouer, sachant que à cette époque il y avait des cartes mémoire, tu sais, sur les PS1, donc t'avais pas une de sauvegarde infinie. Et ce jeu m'a énormément marqué parce qu'en fait, j'avais le droit d'utiliser les cartes mémoire de mon père, donc revenir sur ses sauvegardes, mais je n'avais pas le droit de sauvegarder dans le jeu. Donc tous les niveaux que je faisais, fallait que je les fasse en entier, tu vois. J'avais le droit d'aller dans le niveau plus loin ou d'avant ou quoi que ce soit parce que mon père avait terminé les jeux, mais je pouvais pas avoir ma propre partie. Et du coup, c'était aussi bien hyper hardcore que du coup pas hardcore si jamais je voulais naviguer entre les niveaux. Et ouais, ça m'a vachement marqué. C'est comme ça que ça est entré un peu dans ma vie, quoi, le jeu vidéo. Puis après, il y a eu les Nintendo DS, il y a eu la GameCube. Tous les mercredis après-midi, chez ma grand-mère, il y avait une GameCube où on jouait à Wind Waker, à Star Fox Adventure avec mes sœurs. Ouais, franchement, c'était trop bons souvenirs. À chaque fois, on en reparle avec mes sœurs, on aimait trop. Nintendo DS, et les dimanches après-midi avec mes cousines aussi, on jouait à Mario Party. Et en fait, de fil en aiguille, c'est devenu de plus en plus présent. Parce qu'après il y a eu les potes qui se mettent à jouer aussi, le confinement qui fait que on est tous sur Discord et on joue de plus en plus, et voilà. De fil en aiguille, voilà, donc tu en es devenu à en faire ton métier pendant quelques temps. Ouais. C'est quand même chouette parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui font des études orientées jeux vidéo et qui n'arrivent pas forcément à trouver du boulot derrière. Donc, Oui. toi, tu as un peu trouvé et tu en es parti. Donc, tu nous le diras, tu nous en Oui. parleras après. Ouais. Effectivement, j'ai eu trop de chance de pouvoir trouver, et ensuite je suis partie pour différentes raisons, mais on pourra en parler quand tu veux. Ouais, mais t'inquiète, on va faire ça au fil de l'eau. On va quand même Ok. se centrer autour du jeu que tu as choisi aujourd'hui et je te laisse nous annoncer lequel est-il. Alors c'est Until Dawn que j'ai choisi, et honnêtement quand tu m'as demandé de choisir un jeu sur lequel j'avais pas mal de souvenirs et tout, c'était hyper dur. Tu m'étonnes. Parce qu'il y a beaucoup de jeux sur lesquels j'ai des trop bons souvenirs. Mais j'avoue que Until Dawn, alors je sais pas si tu voulais poser la question plus tard, mais du coup je spoil là maintenant. Vas-y. C'est en fait, il m'a énormément marqué parce que déjà j'avais regardé tous les let's play de Squeezie avec ma petite sœur, Ok. direct sur YouTube.
Et en fait, bien plus tard, quand j'ai pu enfin habiter chez moi, avoir mon propre appart, première chose que j'achète, c'est une télé et une PS4 que je mets par terre. Tu vois, j'avais pas de canapé, j'avais pas de table basse, j'avais la télé, la PlayStation, Excellent. avec mon premier salaire, tu vois, genre de CDI. Et je lance Until Dawn, en fait. J'ai acheté Until Dawn et je l'ai tout refait sur la PS4, même si j'avais déjà vu les playthroughs de Squeezie. Donc, du coup, j'ai des souvenirs aussi bien du playthrough Ouais. et avec ma sœur qui est avec moi, que du coup, tout le jeu que j'ai fait dans mon premier appartement, tu vois, assise devant ma télé, sans canapé par terre, où j'ai trop aimé, quoi. Ah, j'ai tellement l'image Voilà. du stéréotype du geek Ah, mais qui est devant vraiment. sa télé, avec la lumière de la télé qui rétroéclaire le visage, là, toi aussi. Ah, mais c'était vraiment ça, quoi. Et le pire, c'est que en plus, j'y jouais pas que le soir. Je me rappelle que c'était mon premier boulot. Il y a certains moments, les midis, les gens étaient pas toujours tous dispo. Ouais. Et j'habitais pas très loin, en fait, de l'agence où je travaillais. Donc, au début, il y avait certains midis, je restais à l'agence, d'autres où, en fait, je décidais de rentrer chez moi. Et donc, je jouais littéralement à Until Dawn, même le midi, en pleine journée. Et ce jeu me faisait flipper et j'aimais trop. Et j'avais envie tu vois, de l'avancer à chaque fois pour savoir quelle allait être la suite de l'histoire. J'ai vraiment découvert ce genre-là, en fait, avec Until Dawn. Après, j'ai dévoré littéralement tous les jeux de Supermassive Game de ce style. Ouais, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Le jeu est sorti il y a quasi 11 ans. Il est sorti le 25 août 2015. Donc, tu l'as dit, c'est un jeu de Supermassive Games, qui est un studio britannique, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Until Dawn, c'est un jeu qui reprend un petit peu les codes des slasher movies, un peu à la Scream, ou souviens-toi l'été dernier, des années 90. On est autorisé un petit peu à spoiler le jeu à plus de 10 ans. Donc, Ouais, je pense que ça va, là. ça, tu peux parler sans détour. Surtout que je ne l'ai pas fait. Ah. Là, je l'avais téléchargé sur le PS Plus. Non, mais il est sur ma console, mais il faut juste trouver du temps, quoi, tu vois. Mais voilà, je sais que c'est un jeu où il y a le concept de choix dans la narration qui est extrêmement important. Et moi, j'adore énormément ce genre de jeu. Donc, mais moi aussi, je suis fan. Et c'est ce que tu dis, c'est effectivement choix. En fait, les gens appellent même souvent ça des films interactifs, quoi, hein. C'est un peu ça, quoi. Il n'y a pas énormément de gameplay. Tu bouges ton personnage, tu as des QTE, tu as des choix. Mais moi, j'adore. J'aime vraiment trop ça, quoi. Alors justement, moi, j'ai évidemment quelques questions à te poser par rapport à ce jeu. Tu nous as donné un élément de réponse. Tu l'as découvert par procuration grâce au Let's Play de Squeezie. Puis tu l'as refait par toi-même, donc tu l'as fait 2 fois. Est-ce que sur les 2 fois que tu as fait, la toute première fois où tu découvres ce jeu par procuration, c'était quoi ton sentiment? Et quand tu l'as fait par toi-même, est-ce que tu n'étais pas un peu frustré de connaître déjà un petit peu les rouages du jeu? Comment ça s'est passé? Alors, en fait, quand on a découvert ça avec ma petite sœur, on regardait ça à chaque fois parce qu'on aimait trop découvrir la suite de l'histoire et voir les choix que Squeezie faisait et ce que nous, on aurait fait comme choix, quoi. On anticipait en gros justement tout ce qui allait se passer et on se disait mais qu'est-ce qu'il va faire comme choix, qu'est-ce que en gros les personnages vont décider de faire dans la suite. Et en fait, il y avait vraiment cette notion de on regarde un film mais par l'intermédiaire d'une personne qui est en train de jouer qui fait des choix qu'on n'aurait potentiellement pas fait. Et donc du coup, c'était trop cool parce que ça permettait aussi avec ma sœur de discuter de tout ça et de se dire mais toi t'aurais fait quoi, mais non mais moi j'aurais pas fait ça, mais non il est fou parce qu'il y a ça qui va se passer. Et donc ça génère bien plus de discussions. Je trouve que rien qu'un film déjà, où moi je suis plutôt du genre la personne un peu chiante qui parle trop pendant les films, mais ma sœur est pareil, tu vois. Donc du coup on pouvait discuter vraiment de tout ça et se dire bah voilà comment nous on aurait orienté l'histoire, ou tu vois même quand il y a quelque chose qui se passe d'un coup dans le jeu, un personnage que Squeezie a perdu ou quoi, de se dire bah tu vois s'il avait fait différemment, j'aurais bien aimé savoir en fait ce qui se serait passé. Et donc du coup ça rejoint ta deuxième question qui est qu'est-ce que j'en ai pensé en fait quand j'ai rejoué au jeu ensuite. C'est que déjà, je crois que t'as dit qu'il était sorti en 2015, c'est ça? Ouais, tout à fait. Ouais, j'y ai joué en 2019, tu vois. Moi, j'y ai joué 4 ans plus tard, du coup. Et donc 4 ans plus tard, je me rappelais plus ou moins de quoi parlait le jeu, mais j'avais complètement oublié qu'il y avait un double plot twist. Du coup, j'étais trop contente de redécouvrir ce double plot twist parce que j'étais en mode, je sais qu'il y a un truc qui est bizarre, mais je me rappelle plus quoi. Et j'ai pas fait les mêmes choix aussi. Et du coup, à chaque fois, j'étais en mode, mais il me semble, je sais plus ce que Squeezie a fait comme choix, moi je vais faire ce choix-là. Et tu vois, il y a aussi cette tension de, je veux pas faire comme lui, où lui, il avait perdu des personnages, parce que donc dans ce jeu, t'as un certain nombre de personnages, je sais plus combien exactement dans Until Dawn, t'as un certain nombre de personnages que tu joues, et tu peux les perdre. Et si tu les perds, bah t'as effectivement des moments dans le jeu que tu vas louper, des cinématiques que t'auras pas, des interactions entre des persos qui n'existeront pas. Et donc, forcément, si Squeezie il a perdu des personnages que moi j'avais pas perdus, j'avais plus de contenu de jeu que lui. Et donc il y a ce côté-là où j'étais pas frustrée, tu vois, genre de me dire heureusement il a perdu des personnages, donc heureusement il me reste des choses à découvrir, et heureusement 4 ans plus tard je me rappelais pas tout.
Donc non, au contraire, moi je me disais juste j'ai trop envie de le faire parce que j'ai bien aimé le type de jeu. J'étais limite frustrée de pas pouvoir faire mes propres choix. Ouais. Et maintenant que je peux, j'ai envie de le redécouvrir, mais sous un nouvel œil et sous un nouvel angle aussi, avec des personnages que j'essaie de maintenir en vie, quoi. Il y a cette pression et ce challenge il faut maintenir tous les personnages en vie. Il y a un truc que tu dis parfaitement, en fait, c'est que le jeu joue avec la frustration. Mm. Et du coup, j'ai une question un petit peu à double sens à te poser, plutôt en tant que joueuse et peut-être ton regard en tant que UX designer. Est-ce que tu penses que perdre un perso, perdre un QTE ou ce genre de choses est-ce que tu penses que la frustration est bien dosée de ce côté-là? Moi personnellement, alors après c'est Bah très oui. subjectif. Pour donner un peu de contexte aussi, je sais que aujourd'hui j'adore jouer aux jeux et prendre plein de notes, et j'ai une vision très UX designer, tu vois, sur les jeux, et donc je suis capable à chaque fois de dire ah bah niveau UX celui-là il est comme ci ou comme ça. Until Dawn, j'avais la chance encore de ne pas être dans l'industrie du jeu vidéo et du coup de ne pas avoir un œil critique UX Ouais. dessus. Donc je vais peut-être te faire un retour pas, enfin plus limite subjectif que purement UX designer. Ça se mixe un peu entre mes souvenirs de quand j'y ai joué et maintenant aujourd'hui ce que je pense du jeu avec mes Ouais. souvenirs. Je trouvais que la frustration était, enfin là comme ça, je te dirais que je trouve que la frustration elle est plutôt bien gérée. Il y a juste un truc où, enfin, tu vois, les QTE, ils sont pas trop difficiles à réaliser. Ouais. L'histoire, tu vois, de manière générale, tu peux la suivre. Tu peux perdre un personnage, tu as quand même la possibilité. Je crois que maintenant, ils ont fait plus d'efforts pour que justement ce soit rejouable plus facilement. Mais avant, dans Until Dawn, tu pouvais quand même, à terme, rejouer des chapitres spécifiques. C'est-à-dire, si j'ai perdu un personnage dans ce chapitre-là, je suis pas obligée de recommencer le jeu à zéro, il me semble. Ok. Je sais qu'ils l'ont amélioré au fur et à mesure. Mais après, moi, j'ai une manière de jouer qui est très spécifique aussi. Je suis pas frustrée, tu vois, par ça. Je suis pas complétionniste à mort. Et donc, du coup, si jamais je perds un personnage, ces jeux-là, je le joue vraiment en mode, bah, c'est comme ça, tu vois. C'est l'histoire du film qui veut que j'ai perdu mon personnage Ouais. et que ensuite, bah, ça va se passer d'une manière que j'avais pas du tout anticipée, mais c'est ce qui rend le jeu intéressant. Donc moi, je trouve ce concept justement hyper cool Ouais. et qui rend le jeu plus intéressant que ce qui pourrait l'être. Si jamais on te disait, bah t'as perdu le personnage, mais vas-y, tu peux remonter vite fait dans le temps, là, maintenant, tout de suite, et recommencer la scène et changer ton choix, Ouais. je pense que ça serait Ouais, ça casserait un petit peu la dynamique intéressant. du truc, ouais, je comprends. Ouais, clairement. Sachant que moi, si tu veux, ces jeux-là aussi, j'aime bien y jouer avec quelqu'un avec moi. Ouais. Auto Until Dawn, je l'ai fait toute seule, mais les suivants, en fait, on se partageait la manette à deux Ouais. et on choisissait les personnages, tu vois, que chacun jouait. Et donc, tu as cette frustration en plus de te dire, purée, la personne qui est en train de jouer son personnage ne le joue pas du tout comment je l'aurais joué. Elle est en train de s'embrouiller avec mes persos à moi, c'est en train de partir en cacahuète, mais du coup, ça, je sais pas, ça te crée tout un film que Ouais. tu t'imaginais pas forcément. Et donc, ce jeu-là, qui de base est quand même très narratif, tu vois, il y a des gens qui critiquent même en disant que les choix n'ont pas tant d'impact, bah, de rajouter la dimension, il y a une autre personne qui joue avec toi et qui fait pas les choix que tu aurais voulu faire, ça change tout au jeu, moi, je trouve. C'est ça. C'est un jeu qui est forcément subjectif parce que c'est toi qui fais tes choix et c'est toi qui amène le jeu à avancer dans la direction que tu choisis. Mm. Fatalement, dès que tu mets un autre interlocuteur au milieu, bah, t'as un côté frustration qui revient. On en revient à ça. Ouais. Mais l'histoire se déroule fatalement pas comme toi tu le souhaiterais, donc c'est vachement intéressant. Et ça peut d'autant plus se redonner envie de refaire le jeu. C'est ça, et c'est plutôt bien fait. Enfin, moi, j'ai déjà perdu des personnages, et en vrai, t'as des bouts d'histoire du coup qui ont sauté, où t'es un peu frustré parce que tu te dis mince, je sais pas ce qui s'est passé du coup concrètement pendant que vu que ce personnage-là est décédé, on sait pas, tu vois, ce qu'il aurait pu se passer. Et du coup, tu peux avoir envie de refaire le chapitre, mais je me suis jamais sentie tu vois, frustrée au point de dire il faut que je recommence à zéro, purée, c'est trop chiant, parce que du coup, j'ai tout loupé, genre j'ai vu que 20% du lieu au lieu de 100%. Enfin, j'ai jamais eu cette sensation-là, tu vois, que les Dark Picture Anthology de manière générale et les jeux supermassifs étaient faits exprès pour que tu passes des heures et des heures à absolument vouloir tout refaire, parce que perdre un personnage c'est trop facile et que donc tout est axé sur la rejouabilité, tu vois. J'ai pas du tout ce sentiment-là avec Supermassive avec les jeux Supermassive, et je trouve ça assez cool. Je trouve que c'est bien dosé, quoi, ouais. Enfin, moi, comme je le disais tout à l'heure, je suis assez fan, mais vraiment même très très fan des jeux à choix multiples et qui ont une vraie incidence dans l'histoire que tu es en train de jouer. Je sais pas si tu l'as fait, mais moi j'avais joué à Detroit Become Human. Ouais, bah si, ouais. Et moi, dans ma première run de Detroit Become Human, tu sais, on incarne 3 persos hors de mémoire. Il y a Connor, il y a Kara et Marcus. Ouais, Marcus, ouais. J'aimais trop Marcus, le personnage était trop stylé. Bah ouais. Et en fait, moi, dans ma run, Kara, elle meurt mais tôt, mais genre méga tôt. Ah ouais?
OK. Et donc, du coup, moi, l'histoire, c'était entre Connor et Marcus, en fait, quoi. Ah bah, ouais, du coup, hyper rapidement, tu tout un bout de C'est ça. l'histoire que t'as pas du tout, ouais, c'est clair. Et en fait, du coup, sur ta deuxième run, tu te rends compte que, ben non, mais en fait, Kara, elle a une histoire super importante, enfin, elle a une place Mais super oui. importante dans le jeu, et tu fais, mais what the fuck, mais je suis passé à côté de tout ça. C'était incroyable, quoi. Attends, mais j'avoue, moi, j'avoue que des 3, je crois que j'ai juste, Connor qui est décédé, mais plutôt vers la fin Ouais. et donc du coup, normalement, j'ai pas loupé beaucoup d'histoires mais c'est plus la fin, mes potes qui me disaient qu'il y avait différentes fins et du coup, ça m'a donné envie d'y rejouer, Ouais, c'est ça. mais j'avoue que j'ai pas il y a tellement de jeux à faire que j'ai pas Mais pris le temps oui, de refaire, une 2e puis 3e run, quoi. c'est ça. Puis il y a tellement de jeux, et voilà, moi, ça me fascine Mmh. les jeux à choix multiples qui ont une vraie incidence. C'est comme The Witcher 3, c'est pareil, c'est assez Ouais, incroyable. Mais le problème, c'est que voilà, il faut du temps. Il faut beaucoup de temps. c'est ça. Big respect à tous les scénaristes, à tous les réalisateurs de ces jeux-là, parce que j'imagine même pas le temps d'écriture qu'il a fallu avoir pour interconnecter tout ça. Ah ouais, je pense que ça doit être ouf. Mais non, Mmh. non, franchement, c'est vraiment génial. Mmh. Question qui pour moi est indissociable aussi de ce genre de jeu à ambiance, le côté immersion et musique. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ah bah, immersion, moi, c'est ce que je te dis, même si je jouais au jeu, la journée, j'étais totalement, je trouve que c'est l'un des meilleurs, en fait, de Supermassive Games, honnêtement, Until Dawn, par rapport à tous les autres qu'ils ont fait derrière. Ouais. Notamment, bah, parce que enfin, alors, il y a les décors, il y a l'environnement dans lequel ils nous placent, il y a le fait que ce soit un slasher et j'adore ce genre de film, mais ça respecte totalement les codes des slashers. Ouais. Les sons, effectivement, il y a 2-3 trucs qui cassent un peu l'immersion. La caméra, elle est quand même un peu particulière dans ces jeux-là, faut se le dire. C'est pas une caméra qui est constamment en Ouais. mode, sorte personne, shooter, quoi. Elle est pas TPS, elle est des fois au-dessus, des fois de devant comme les vieux jeux. Des fois tu navigues et c'est pas forcément toi qui la contrôle, enfin et donc il peut y avoir 2-3 frustrations à certains moments où la caméra se place pas où tu voudrais et ça casse un peu, l'immersion, je trouve. Euh, Ok. mais à part ça, je trouve, enfin moi j'étais totalement dans le jeu, totalement flippée. En plus de ça, il jouait avec la manette de la PS4 où à certains moments, quand il y avait des monstres qui arrivaient, il fallait que tu places ta manette d'une certaine manière et que tu bouges absolument pas devant ta télé. Et donc ça rajoute une qualité d'immersion assez folle parce que bah, tu sais que si jamais t'es avachi sur ton canapé et pas du tout concentré sur ce que t'es en train de faire, tu perds ton personnage instantanément. J'en ai perdu quelques-uns à la fin du jeu comme ça d'ailleurs, de manière parfois un peu injuste. Ouais. Et dernière chose, ils ont fait de la mocap. Et moi, c'est comme ça que j'ai découvert la motion capture. Je connaissais pas du tout, en fait, avant Until Ouais. Dawn. D'accord. Alors que ça existait hein, avant, mais moi, c'est vraiment comme ça que j'ai découvert parce qu'il y avait des collectibles dans Until Dawn qui permettaient de débloquer des vidéos du cast qui expliquaient, en fait, les coulisses de Until Dawn. Et donc, ils montraient qu'il y avait C'est justement... canon. C'était trop bien. Et genre, je passais des heures à les regarder. Je me rappelle vraiment, dès que j'ai débloqué, j'étais en mode, OK, j'ai une nouvelle vidéo des coulisses, tu vois, du jeu. Et où effectivement, tu vois carrément le crew qui vient qui t'explique qui sont acteurs, que en fait, du coup, voilà comment ça se passe la mocap, quel est leur rapport aux personnages qu'ils sont en train de jouer, et toutes ces choses-là. Et ça, je trouvais ça déjà trop intéressant. Mais en plus de ça, la mocap faisait que c'était la première fois que je voyais des gens qui étaient en mode, attends, je les connais, c'est des acteurs, des expressions faciales qui étaient plus travaillées que d'autres jeux. Ouais. Voilà. Et donc ça, pour moi, je trouve que ça a rajouté une grosse partie de l'immersion. Enfin, ça a joué à l'immersion dans ce jeu-là. Pourtant, ils ont continué la mocap dans les jeux d'après, mais je trouve qu'il y a un Uncanny Valley qui est assez présent Ouais. dans les Dark Picture Anthology que j'avais pas, que je trouvais pas dans le Until Dawn. Ok. Mais voilà. Mais ouais, pour l'immersion, musique, fond sonore, environnement et tout qui sont proposés, encore une fois, pour moi, c'est un slasher typique et j'ai trouvé ça vraiment. Enfin, j'étais à fond dedans, moi, honnêtement, dans ce jeu-là, quoi. À part les petits problèmes de caméra, quoi, mais ouais. Ça peut se comprendre. Après, il n'y a pas forcément de jeu parfait non plus. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui hésiterait à faire Until Dawn? Si jamais c'est une personne qui n'aime pas du tout la narration, déjà, enfin les jeux narratifs à choix où il n'y a pas de gameplay, je préfère lui dire directement qu'effectivement c'est pas forcément un jeu qu'il faut faire. Ouais. Par contre, si jamais vous êtes des personnes qui aimaient bien l'ambiance un peu horreur, le fait de découvrir comment vont évoluer le peu de personnages que vous avez devant vous, une ambiance très nuit, chalet, avec de la neige, enfin vraiment typique de films d'horreur où on sait que ça va mal se passer et que en gros vous aimez bien justement c'est cette vibe là avec des personnages qui sont très caricaturaux aussi, hein, genre c'est des stéréotypes c'est des gros stéréotypes quoi, comme dans les slashers de nouveau. Je conseille vraiment très fortement ce jeu là pour ça quoi, mais c'est difficile en fait de dire qu'est-ce que tu dirais pour Until Dawn parce que ça dépend tellement
des gens. Et en fait, le truc, c'est que j'ai tellement été habituée, moi, aux personnes qui disent j'aime pas les jeux à choix parce que c'est des films juste Oh là interactifs, là. que honnêtement, pour moi, tu vois, je suis en mode. C'est difficile En fait, ça dépend comment les gens s'approchent. Enfin, tu vois, si des personnes n'aiment vraiment pas Ouais. le genre de jeu film interactif, ça sert à rien. Je n'aurais pas d'argument. Par contre, oui, si par exemple, c'est des personnes qui ont aimé Detroit Become Human ou qui ont aimé Life is Ah Strange et oui. qui aiment bien Oh là l'horreur, là. parce que faut quand même aimer, faut quand même aimer l'horreur. Ça, c'est, faut pas. Enfin, une personne qui déteste l'horreur n'aimera pas forcément Until Dawn. Je conseille très fortement ce jeu. Pour moi, c'est vraiment le classique des Supermassive Games qu'il faut faire, si jamais il y en a un à faire, quoi. Ouais, c'est ça. Puis en plus, le jeu a du coup quasi 11 ans. On le retrouve très régulièrement en promo et honnêtement, ça vaut le coup, quoi. Je crois qu'il a été remasterisé sur PS5, mais Ouais, le remaster est moins bien que l'original, de ce que j'ai c'est compris. ballot ça, tiens. Ouais, ils ont un peu joué sur la fanbase, quoi. Et je crois qu'ils ont sorti un film Ouais, aussi en même temps, ils ont sorti le remaster en même temps, ouais, c'est ça. et du coup, les gens n'étaient pas forcément On satisfaits. exploite la marque à fond, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Est-ce que tu as d'autres trucs à rajouter autour de Until Dawn? Bah, enfin là comme ça, non. Moi, j'ai juste énormément de souvenirs sur ce jeu et c'est un jeu que j'ai vraiment particulièrement apprécié, qui m'a fait découvrir tous les jeux narratifs à choix de ce type. Et je trouve que c'est hyper Ouais, cool aujourd'hui quand justement il y a des jeux qui reviennent en mode split screen, comme typiquement Split Fiction, It oui, Takes Two et tout ce genre de jeu. Orbitals aussi là qui va sortir sur Switch 2. Une bonne alternative à un jeu split screen, c'est aussi de se mettre devant des jeux notamment comme Until Dawn et les autres types de jeux qui sont similaires de Supermassive, qui permettent aujourd'hui maintenant voilà, d'avoir une manette, choisir ses personnages, jouer ensemble, et qui jouent sur ce côté. Les gens aiment bien se poser dans leur canapé oui. et jouer à plusieurs, quoi. Ça fait du bien en fait de retrouver ce côté un peu, je sais pas, jouer en local. Ouais, hein, Et convivial, quoi. À ouais, plusieurs. vraiment, c'est ça. Et c'est trop cool, quoi. Donc, moi, vraiment, Until Dawn, je suis une vendue de ce jeu-là. Je ne pourrais que le recommander aux personnes qui aiment bien un peu les jeux d'horreur et les nanars, parce que c'est un gros nanar, hein. Ouais, Mais, mais et très, voilà. très cool. Bah, OK, écoute, merci beaucoup pour ton partage autour d'Until Dawn et la plupart des jeux de Super Massive Massive Game. Interactive. Ouais, voilà, Supermassive Games, pardon. Est-ce que tu peux maintenant nous parler un petit peu de toi? Qui tu es, Maureen? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu ne fais plus? C'est Mm. quels sont tes projets, tes envies, tout ça? Vas-y, la Ok. parole est à toi. Alors, moi, en fait, à la base, alors j'ai un profil qui est un peu particulier. Tout à l'heure, tu parlais effectivement de personnes qui avaient fait des écoles de jeux vidéo. Déjà, par rapport au parcours, je n'ai pas fait d'école de jeux vidéo. Moi, pour le coup, je suis passée par une école de commerce, ensuite un master 2 à la fac, pour OK. m'orienter plus sur, de base, tout ce qui était plus marketing, analyse de données et design. Et si tu veux, en fait, à la fac, j'ai découvert l'UX design et je suis rentrée chez Groupe Seb. Donc, c'est tous ceux qui font Tefal, Moulinex, Oui. Cookéo Compagnon et tout ça. Et j'ai eu l'occasion de travailler notamment avec des UX designers qui faisaient les applications de ces produits-là. Et c'est là que Mmh. j'ai vraiment mis les mains dans le UX design et je me suis dit, mais en fait, ça m'intéresse pas spécialement le marketing ou quoi que ce soit, mais par contre, la psychologie et justement le comprendre comment fonctionne un humain, comprendre comment il appréhende un produit ou une application, ça m'intéresse vraiment. Et donc du coup, c'est ce master 2 à la fac qui m'a permis de plus me renseigner sur le design et d'en apprendre plus. Et je suis Ouais. partie pour mon CDI en agence web, parce que je me suis dit, au moins en agence, c'est pas comme une grosse entreprise où tu as un poste et tu découvres pas forcément trop plus de choses que le poste qu'on t'a attribué. En agence, tu peux te retrouver à faire plein de choses, donc je veux tester ça. Et donc en agence, je suis rentrée en tant que UX designer, genre vraiment UX designer de sites web et d'applications pendant 3 ans. OK. Mais pendant ces 3 ans, donc, j'ai touché aussi bien du design, du prototypage, de faire des playtests, des ateliers UX design. Mais je me suis dit, en fait, faire des sites web, c'est cool. Mais bon, d'avoir des débats tout le temps sur est-ce qu'on place je sais pas, le bouton plutôt de cette ou cette manière, ou de discuter avec les clients de quels sont vos personas, dans un objectif qui était quand même, enfin, tu vois, très fortement de vendre, parce que après tout, les sites web, ils répondent pas. Enfin, Ouais, tu vois, l'objectif, c'est t'emmener le plus rapidement possible au panier, quoi, au final. c'est ça. Et je me suis dit, mais est-ce qu'il n'existe pas l'UX design dans je sais pas, dans une industrie où c'est pas uniquement faire acheter, c'est quelque chose qui me passionne un peu plus. Et donc, je me suis renseignée sur le jeu vidéo. Et j'ai un ami qui m'avait filé le bouquin de Célia Audan, Dans le cerveau du gamer, en me disant, tiens, ça peut peut-être t'intéresser. OK. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir justement toutes les conférences
sur l'UX design, les conférences en fait du jeu vidéo de manière générale, c'est lié aux dents, Steve Bromley et tout ça. Je me suis dit, mais en fait, l'UX design existe dans le jeu vidéo. Donc, je me suis renseignée sur les différents studios qui cherchaient des UX designers et je suis tombée sur Asobo Studio. J'ai tenté. Je me suis dit, vas-y, je tente, je postule. J'ai pas d'expérience dans le jeu vidéo, mais c'est pas grave. Et j'ai eu trop de chance. Parce qu'en fait, Asobo Studio venait d'avoir une UX designeuse qui partait. Ok. Et donc, ils étaient à la recherche d'une autre personne, en fait, pour remplacer d'un autre UX designer. Et mon lead, pour le coup, avait travaillé lui aussi en agence. Donc, il s'est dit, bah, je sais comment les profils d'agence sont et ça peut être intéressant, même si c'est une personne qui n'a pas Ouais, ça bossé dans le tombait jeu. bien, quoi. Ouais, vraiment. Mais vraiment, j'ai eu trop de chance là-dessus. Et c'est comme ça qu'en fait, je me suis retrouvée chez Asobo Studio à faire de l'UX design sur Flight Simulator 2024. Je suis arrivée au tout début de la production jusqu'à la fin de la production. C'est bon. J'ai eu trop de chance aussi chez Asobo parce que du coup, j'ai pu toucher au game design et à l'UX design. C'était assez complet. Et c'était vraiment, on a pu créer vraiment le pôle UX design de A à Z parce qu'en fait, on n'était que deux du coup dessus. C'était un tout début, toute une nouvelle prod et donc on a pu mettre en place plein de choses, être très très proche des game designers, ce qui n'est pas toujours le cas dans notre studio. Et on n'était pas que à réaliser des playtests parce que souvent dans les studios, ils disent UX designer, mais en fait, ils font de la UI, donc beaucoup d'art, beaucoup de Ouais, mais oui, c'est pas que de ça, direction c'est clair. artistique. Ouais, c'est ça. Et ou alors c'est de la UR et donc en fait ils font des playtests et des recommandations. Mais nous vraiment, j'ai pu travailler avec les game designers main dans la main, faire des wireframes pour illustrer leurs idées, mais de manière très low-fi et de montrer très tôt dans la production l'idée qu'on avait du flow du jeu et des écrans, prototyper, travailler la documentation avec eux. Donc vraiment ça c'était trop cool. Mais effectivement, à la fin de la production de Flight Sim 2024, je suis partie de Asobo Studio parce qu'il y a plusieurs choses dans le vidéo, ou en tout cas à ce moment-là, qui ne me plaisaient plus forcément. Ouais. Et donc j'ai voulu tester. J'ai mon conjoint qui est parti sur Montpellier, qui a eu une mutation, et donc je l'ai suivi. J'ai pu toucher effectivement les aides du chômage parce que c'est suivi de conjoint Bah oui. égale t'as droit aux aides. Et je me suis dit, c'est l'occasion en fait de tester plein de choses cette année, en fait, d'essayer de mettre les mains dans le game dev pour essayer de découvrir un peu plus aussi côté tech comment ça se passe et pas uniquement être dans le design. Effectivement, faire des vidéos donc sur l'UX design, donner des cours parce qu'on m'avait proposé de faire ça, donc vraiment tester plein de choses différentes pour sortir un peu du cadre plus, je sais pas, plus traditionnel, tu vois, tu rentres dans une boîte et tu fais voilà, de l'UX design et c'est tout. J'avais besoin de tester plein de choses différentes et donc c'est pour ça notamment que je suis partie. Et qu'au bout d'un an, au final, je me suis dit, maintenant, je vais tenter de relancer mon activité freelance. Ouais. Parce que j'avais eu l'occasion de travailler en freelance à côté de mon contrat chez Asobo Studio, mais de le relancer à plein temps, quoi. Donc voilà, c'était un peu long. Non, mais en même normalement, temps, il y a tout. c'est vraiment passionnant parce que c'est des parcours qui sont super intéressants, un peu atypiques, parce que comme tu l'as dit, tu n'es pas issu du milieu du jeu, tu as réussi à y Mm. entrer de manière assez smart, avec un concours un petit peu de chance, mais tu as eu de super expériences, et puis là, aujourd'hui, tu Ouais, te clairement. prédestines un petit peu à une continuité logique. J'espère, je croise les doigts. Donc aujourd'hui, tu pars, enfin, tu souhaites développer ton propre jeu. Alors non, justement, c'est toute cette année où en 2025 où j'ai fait du game dev. Ouais. J'ai participé à des game jams. J'ai justement j'ai développé des jeux à côté parce que je voulais mettre les mains dans Unity et voir un peu comment ça se passait. Et notamment, j'ai fait toute la documentation. J'ai prototypé un projet de jeu dont j'ai pas mal parlé en Ouais. live et autres, mais que j'ai arrêté en septembre. Et c'est ce que j'expliquais dans la toute dernière vidéo que j'ai faite. J'ai arrêté ça parce que en fait, la programmation, ça me plaisait absolument Je peux pas. comprendre. Même si aujourd'hui, on a quand même des facilitateurs, je mais m'ach- oui, c'est C'est clairement, mais en fait, je me rendais compte que ça me rendait mal à chaque fois que je me remettais dessus, que c'était pas du tout ce qui me donnait envie. Et en plus de ça, avec Twitch, j'ai fait beaucoup d'interviews de game dev solo, et j'ai pu voir comment ils avaient, tu vois, comment ils avaient anticipé en tout cas leur projet de jeu, comment ils s'étaient pris, comment ils avaient évité des contraintes techniques ou des choses qui étaient assez compliquées. Et en fait, au fur et à mesure que je voyais ça toute l'année sur Twitch, je me suis dit, mais en fait, j'ai pas démarré mon jeu correctement, j'ai plus envie d'être sur Unity, ou en tout cas, je veux pas faire Ouais. du C#, c'est trop complexe. Je pense qu'il y a plein d'autres manières de faire un jeu de manière plus fun et plus simple. Et donc en septembre, j'ai tout arrêté. Et je me suis dit, il faut que je termine mon année sur les projets sur lesquels je me suis engagée, mais que j'arrête de me concentrer, tu vois, sur le game dev, parce que, en tout cas, comme ça, et en parlant sur les réseaux, c'était pas quelque chose qui me donnait envie. Donc, il y a un proto qui existe, il y a trois protos de jeux complets qui existent sur mon Itch.io, et il y a un dernier proto qui n'est pas du tout complet du jeu que j'ai tenté de faire, où il y a de la doc, il y a vraiment tout un tas de choses, tout un proto et tout, mais pas du tout terminé. J'ai décidé d'arrêter parce que je passais vraiment beaucoup de temps dessus. Et il y avait ce côté un peu, je sentais, tu vois, qui commençait à
venir acharnement à vouloir vraiment faire ce projet-là, alors que ça me plaisait pas. Et donc, c'est là que j'ai décidé de m'arrêter, ouais. D'accord, mais du coup, alors, enfin, je sais pas si aujourd'hui, donc fin mars, tu as le droit d'en parler, mais est-ce que tu as des projets que tu partages avec ta communauté et sur lesquels tu souhaites te lancer prochainement ou que tu t'es déjà lancé? Cette année, pour la chaîne, Ouais. j'ai certains projets, oui, que j'aimerais mettre en place, mais dont je ne préfère pas parler parce que si jamais ça se met pas en place, je sais que ça va mettre la pression. Voilà, Et en termes de freelance, pareil, c'est des choses dont je peux pas parler parce que c'est des contrats qui signent, il y a des oui, NDA et d'autres choses comme ça. c'est ça. Mais ouais, pour l'instant, non. Sur la chaîne, je préfère pas parler des projets qui arrivent petit à petit parce que c'est des choses, je sais pas en fait encore à quel point la faisabilité. Oui, c'est pas suffisamment avancé encore pour pouvoir en Ouais, parler, quoi. c'est des choses qui avancent petit à petit, qui sont plus grosses que ce que j'ai déjà pu faire, mais ça dépend vraiment pas du tout que de moi, alors que jusqu'ici, la Ouais. chaîne dépendait quasi que de moi. Et donc, du coup, je préfère pas en parler pour pas décevoir, pour pas qu'il y ait trop d'attentes et pour pas que moi, ça me mette la pression de me dire Non, mais bien que j'en sûr, ai et parlé et que peut-être ça va pas se faire. Ouais. c'est totalement normal et c'est tout à ton honneur. En tout cas, si les gens souhaitent venir te retrouver, où peuvent-ils le faire? Alors il y a différents endroits. Il y a YouTube, sur la chaîne What the Fux, qui est celle que j'ai créée au tout début pour parler du UX design dans le jeu vidéo et qui maintenant a pris une autre tournure où effectivement on peut aussi voir des interviews de designers et de devs justement pour parler, du UX notamment. Il y a Twitch où on fait des interviews un peu plus larges. C'est pas que du UX design, il y a aussi des interviews de professionnels de tout poste en fait dans le jeu vidéo parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez et on donne souvent la parole aux mêmes personnes et je trouvais ça intéressant de faire venir des professionnels du jeu vidéo, peu importe leur place dans la hiérarchie, peu importe leur métier, peu importe tout ça. C'est vrai. Donc c'est Twitch What the Fux aussi, mais avec 2 underscores. Où on fait aussi des analyses de jeux et autres. Et après Instagram, mais Instagram, c'est plus, des extraits de tout ça. Le plus important, je pense, c'est s'il y a des personnes qui jamais dev des jeux ou ont envie de partager des projets, ou ont envie de trouver de la motivation ou quoi que ce soit, l'endroit qui est vraiment cool, c'est le Discord de la chaîne. Mais là, pour le coup, on le retrouvera, le lien, il est sur les différents réseaux. Il Oui. y a plein de personnes qui sont passionnantes et passionnées et qui ont envie d'aider les autres personnes et voilà, qui organisent à chaque fois, qui participent à des game jams, qui sont des équipes sur le Discord, qui partagent leurs projets et c'est trop cool et c'est hyper motivant. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais en parler parce qu'ils sont trop forts sur le Discord, vraiment, ils m'impressionnent. Merci, je mettrai tous tes liens dans les notes de l'émission, comme ça les gens pourront avoir un endroit où c'est centralisé. Vous y retrouverez d'ailleurs aussi les notes de C'est quoi ton jeu, avec en vrac l'Instagram CQTJ Podcast. Vous pouvez aussi me retrouver sur Blue Sky, @cqtj.fr, Trop cool. ou également YouTube, également, où les podcasts sont mis sous format vidéo. Vous cherchez C'est quoi ton jeu sur YouTube et vous trouverez ça. Merci énormément, Maury, de t'être prêté au jeu de Merci à ce toi. podcast. Est-ce que tu as un petit mot pour terminer? Ah bah j'espère que j'aurais donné envie un petit peu de jouer à Until Dawn ou en tout cas aux personnes peut-être qui n'aimeraient pas les jeux qu'ils considèrent de films interactifs, de le tester. Et puis voilà, je souhaite une bonne journée, soirée, peu importe quel moment de la journée vous écoutez ce podcast-là, à tout le monde. Et merci encore une fois, Joël, de m'avoir invité. Bah écoute, c'est avec vraiment un grand plaisir. Et si jamais tu veux parler d'autres jeux, la porte est ouverte, il n'y a pas de souci. Trop cool. Écoute, je te souhaite une très très bonne après-midi. Merci beaucoup. Merci. Et nous, on se donne rendez-vous dans 2 semaines, hein. D'ici là, portez-vous bien comme d'habitude, jouez bien comme d'habitude. Mais n'oubliez pas qu'on a tous un jeu qui nous a marqué. Et vous, c'était lequel ?